Bonjour à tous et à toutes. Qui était là ce matin? Ah, ok, la plupart. Très bien. Donc, très rapidement, Leonardo et Elise. Voilà, d'Inspire Potential. C'est vrai qu'on fait la méthode Wim Hof. Ça grille un peu. Voilà, vous m'entendez bien? Non? Je réessaye. Ça va mieux? Donc, c'est vrai qu'on fait la méthode Wim Hof. Il y a la respiration Wim Hof, il y a les froids, il y a le remède, les dépassements. Mais on est aussi spécialiste dans la respiration, juste le monde de la respiration, qui est très vaste. Ça nous passionne, on les pratique. Et donc l'objectif de cet atelier-là est se focaliser sur les bienfaits de la respiration et aussi pouvoir corriger quelques erreurs qu'on fait sans savoir qu'on les fait. On a partagé la respiration à plusieurs milliers de personnes dans le monde, que ce soit la France, l'Italie, la Suisse, la Réunion. Et il y a un certain nombre de petites erreurs qu'on fait sans savoir que ce sont des erreurs. Et sans corriger cela, il y a un certain nombre de choses dans l'énergie, dans la vitalité, dans la santé qui ne peuvent pas vraiment s'accomplir. Donc ça c'est très important. Ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre ça, Lise aussi. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus reconnu et étudié même. Donc c'est l'objectif de l'atelier. On va faire au début un peu de théorie, puis on va vous proposer un test où vous pouvez évaluer votre efficacité respiratoire. Et puis on va vous proposer des exercices par thématique. On va essayer de clôturer à 18h15. Voilà, un peu plus tôt. Comme ça tout le monde pourra dîner. Mais si vous avez des questions, bien sûr, on reste disponible. Et puis demain matin, Elise va faire un atelier des yogas, des respirations, des mantras. Donc on pourra ajouter, si vous voulez, certains éléments. Ouais, parfait. Oui, c'est tout à fait bien. Merci Léo. Super. Donc non, vraiment, l'objectif de cet atelier, c'est de prendre conscience que, je pense que vous le savez, nous respirons tous tout le temps, de manière autonome. On n'y réfléchit pas forcément pour respirer, mais est-ce qu'un jour, on nous a appris à bien respirer ? En tout cas, ce n'est pas encore au programme des écoles. Donc là, l'idée, c'est vraiment ce qu'on veut vous transmettre, c'est déjà de prendre conscience, est-ce que dans votre quotidien, vous respirez correctement? Parce que ça peut impacter véritablement plein d'aspects de votre vie en termes d'énergie, de gestion du stress, de santé. Donc on va aborder tout ça. Et puis en effet, il y aura ce petit test qui va vous montrer finalement où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma respiration. Donc c'est toujours très intéressant de pouvoir évaluer où est-ce que j'en suis maintenant dans ma respi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pratique des exercices de respiration au quotidien? Ouais, il y a quelques-uns, c'est bien. Et vous pouvez nous dire comme ça rapidement, qu'est-ce que vous faites comme exercice? Cohérence cardiaque. Wim Hof. C'est ça? Généralement, c'est vrai que c'est qu'on entend le plus, c'est la cohérence cardiaque. Parce que c'est un médecin qui en a parlé, donc c'est un exercice reconnu, il y a un bon livre. Et puis la Wim Hof, parce qu'il est très connu aussi. Mais en fait, il y a des centaines d'exercices de respiration et ils n'ont pas tous les mêmes bienfaits, les mêmes objectifs. Ils ne sont pas forcément tous adaptés de la même façon à nous. Donc c'est important d'en connaître un certain nombre. Et l'analogie que je vous propose, c'est l'entraînement physique. On s'entraîne, oui. Quel exercice vous faites? Les pompes et les squats. C'est vrai que c'est deux exercices très connus, très importants, mais on ne va pas s'entraîner en faisant que des pompes et des squats. Et c'est comme si on entraînait notre respiration avec la cohérence cardiaque et la Wim Hof. Il y aura un certain nombre de choses qui vont bien se passer et un certain nombre de choses qui vont manquer. Et très bien. Est-ce que quelqu'un ici travaille sur la respiration de façon un peu plus approfondie? Peut-être il a fait des formations avec nous, alors a écrit les livres, a lu les livres qu'il a écrits. Et il y a 1, 2, 3, 4, super. Bien. Alors, ce qu'on va voir pour commencer, c'est vous parler un petit peu de ces piliers de la santé, de la vitalité, de l'énergie, qui est très important et un peu oublié, négligé dans la vie de tous les jours, qui est la respiration. Donc on sait très bien qu'il y a plusieurs piliers de la santé, de la longévité. On ne va pas vous apprendre ça. Vous êtes bien au courant parce que vous êtes là. Donc déjà, bravo. Mais c'est vrai qu'il y a certains piliers sur lesquels on travaille plus et certains piliers sur lesquels on travaille moins ou pas du tout. Et pourtant, c'est une pyramide avec une base qui doit être stable. Ça continue à grésiller, c'est ça?
Vous m'entendez bien? Ah, c'est bon, ok. C'est juste bon. Ok. Et donc, on en parle de certains plus que d'autres. Par exemple, et je ne dis pas qu'il y a un qui est plus important que les autres. Ils sont tous très importants. Mais quand on part avec un pilier qui est très fort négligé ou pas du tout travaillé, celui-là va devenir très important pour nous. Vous comprenez? C'est comme si on était à 99% sur tous et 1 à 0. Celui qui a 0 devient en priorité. Alors, pour la plupart des gens, mais là je généralise, c'est pas vrai pour tout le monde, mais pour la plupart des gens, la respiration n'est pas un pilier sur lequel on a travaillé. On n'a pas appris à bien respirer à l'école, on n'a pas appris à bien respirer quand on faisait du sport, et dans la vie de tous les jours, on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire bien respirer. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un constat. Puis l'autre constat, c'est il y a des études au niveau du monde médical, de la science, et même de la performance physique, qui nous montrent que la respiration dégénère en efficacité. Au lieu d'être de mieux en mieux, c'est de pire en pire. L'homme respire pas forcément bien aujourd'hui. Et puis il y a eu une crise de santé au niveau des voies respiratoires. On pourrait se dire c'est l'hasard, ou c'est peut-être un endroit où on est fragile. Alors comment on est arrivé à tout ça? C'est la même histoire. On s'est coupé de la nature, on mange des choses qui ne sont pas faites pour nous, on ne bouge pas. Donc ça entraîne des compensations. Et la respiration fait de son mieux pour nous aider. Mais à un certain temps, ces compensations deviennent vraiment délétères. Et ces piliers qui étaient avant vraiment notre force primaire, les souffles de vie, devient quelque chose qui nous pénalise un cercle vicieux. Parce qu'on ne les corrige pas. Donc il y a l'alimentation, comme pilier de la santé et de la vitalité. Ben, très bien, ici tout le monde est au courant de celui-là, on en parle beaucoup, on y travaille, super. Puis il y a les mouvements. On sait qu'il ne faut pas être sédentaire, faire du sport, il faut bouger, faire 10 000 pas par jour, etc., etc. Ça aussi, je pense que tout le monde est au courant. Alors, on le fait pas, mais on est au courant. Et puis on parle beaucoup de la gestion du stress, qu'il faut aussi du repos, qu'il faut les liens avec la nature, qu'il faut dormir, qu'il faut soigner ses émotions. On l'entend un peu moins, qu'il faut bien s'hydrater, un peu moins. Et puis, on entend vraiment presque jamais qu'il faut bien respirer. Et la respiration fait partie de ces piliers. Alors je vous disais, je ne veux pas vous dire c'est le plus important. Mon avis personnel, c'est que c'est le plus important, mais je ne peux pas être sûr. Donc je ne vais pas vous dire que c'est le plus important. Mais ça fait partie des piliers de la santé et de la vitalité. Et comme il est fort négligé, je vous disais, ça devient une priorité quand on a déjà travaillé les autres, pour pouvoir monter tout l'édifice. Sinon, on ira très haut là et très bas là, et en fait, on est un peu entre les deux, on ne pourra pas, même si les autres montent. On a besoin de monter celui qui est plus bas. Voilà, donc ça, c'était les constats du départ, que je trouve intéressants. Et aujourd'hui, on peut vraiment dire, sans se tromper, que 9 personnes sur 10 respirent mal. Je me mets des dents. Voilà, donc ce n'est pas un jugement par rapport à vous. Et moi, je pars d'un passé où j'étais allergique asthmatique et j'avais une respiration forte dysfonctionnelle. Mais j'ai appris cela après 25 ans de ma vie, environ. Et pour les premiers 25 ans de ma vie, je n'ai jamais, une seule fois, travaillé ma respiration. Des fois, quand je faisais du Kung Fu Shaolin, j'avais des exercices de méditation, visualisation, respiration. Mais je n'ai vraiment pas consciemment fait des exercices pour corriger tout ça. Donc je sais que c'est pour ça qu'on vous propose cet atelier. C'est un atelier qu'on a déjà fait avec plusieurs centaines de personnes pour sensibiliser aux bienfaits de la respiration, aux erreurs, vous donner quelques techniques. Alors, petite question pour vous. Là, je vous demande d'interagir. Alors, ceux qui ont lu le livre, ils ont fait la formation, donnez peut-être le temps aux autres. Première question. Est-ce que vous savez combien de fois dans une journée vous respirez environ? Bon, bah c'est bien, vous savez déjà là. 25 000. Super. Vous l'avez vu hier? Ah, bravo David. Super. Alors, j'espère qu'il n'a pas tout dit. Hein. Alors, bien. Et est-ce que vous savez combien de kilos d'air cela représente? On vous l'a dit, David. Ok. Alors, selon vous, si on devait aller faire des courses pour une journée, où on devait acheter de l'eau, de la nourriture et de l'air, alors vous savez plus ou moins combien d'eau il vous faut dans une journée? 1-2 litres, ok? Combien de kilos de nourriture il vous faut? 1-2 kilos, je ne sais pas, mais plus ou moins. Combien de kilos d'air vous devez prendre avec vous? Ouais. Beaucoup ou pas beaucoup? Beaucoup, combien? 15. Exactement, 15 environ. Hein. Si on dit 25 000 respirations, c'est environ 15 kilos d'air. C'est beaucoup.
C'est 5 fois plus important par rapport au... Si c'était 1, 2, 3 kilos, ça fait 15, ça fait 5 fois. Et donc, on respire beaucoup parce que 25 000 fois, c'est quand même pas rien. On ne mange pas 25 000 fois dans une journée, on ne boit pas 25 000 fois dans une journée, on ne se lave pas 25 000 fois. Voilà. Donc 25 000 fois, c'est beaucoup. On fait 15 kilos d'air. Et est-ce que vous connaissez les temps qui en jugent comme être les temps limites pour pouvoir survivre et vivre sans respirer? 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Voilà. Ça, on dit la règle des 3. On dit, mais on sait que c'est pas vrai, mais pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire, 3 minutes sans respirer. Alors on sait qu'on ne sait pas ça, bien sûr. Mais pour avoir un ordre de grandeur, on va de la semaine au jour aux minutes. Ok, donc on a quelque chose. On ne lui donne pas des noms. On ne sait pas que c'est la respiration, mais on vous dit, vous allez les faire 25 000 fois par jour. Ça représente 15 kilos. Si vous arrêtez 3 minutes, vous allez mourir. Est-ce que selon vous, c'est important pour votre santé ou pas? Je dis, quand même, ça m'a l'air d'être important. Effectivement, la respiration, elle est primordiale. Et d'ailleurs, les souffles de vie, et la respiration, c'est plus que juste de l'air et l'échange. Il y a un côté énergétique et spirituel très fort qu'on connaît dans toutes les traditions antiques, anciennes. Et on est, c'est les premiers cris de l'enfant. Puis on continue de respirer toute la vie, sans s'arrêter, sauf quelques exercices d'apnée. Et puis on soupire et on part. Donc la respiration, c'est un lien à qui nous sommes, notre identité première. Ça nous met un lien avec la nature, parce qu'on respire l'air qui est produite. Les autres, parce qu'on respire des fois les mêmes molécules. Et en plus, il y a vraiment un lien avec qui nous sommes. C'est pour ça qu'on dit dans les yogas, dis-moi comment tu respires, je te dirai qui tu es. Ça peut dire vraiment beaucoup de choses. Et dans la tradition yogique, moi, m'inspire beaucoup. Que ce soit les yogas indiens, que ce soit les yogas tibétains, ou que ce soit les qigong, ou d'autres pratiques. La respiration est vraiment un lien avec l'énergie de vie, la longévité. Et en fait, les anciens yogis ne comptaient pas les jours de leur vie, comptaient les respirations de leur vie, et disaient, vous avez environ tant de respirations dans votre vie, et quand vous avez terminé, c'est le moment où vous allez quitter la Terre. Ce n'est pas les nombres de jours, d'années, c'est les nombres de respirations. Donc, c'est très important comment vous respirez. Est-ce que vous allez les brûler vite ou pas? Et un des objectifs, c'était justement être conscient de chacune de ces respirations. Parce que c'était enfin une petite perle de la vie qui allait s'en aller. Alors c'est plusieurs millions, ne vous inquiétez pas. C'est plusieurs centaines de millions de respirations dans une vie. Donc si on a perdu quelques-unes jusqu'à maintenant, on a encore le temps de rattraper. Et enfin, je trouve très intéressant parce que dans le monde animal, si on observe les espèces, leur longévité et leur fréquence respiratoire, on s'aperçoit que c'est vrai que les espèces les plus longèves respirent très lentement. Donc ils ont plus de temps en termes d'années. Et c'est vraiment pas... Il y a quelques exceptions, mais vous voyez, les baleines, ils font une respiration par minute, ils vivent 100 ans. La souris, elle fait 50, 60, elle vit 3 ans. Voilà. Et puis nous, on est un peu entre les deux. Ce que j'ai tout dit sur les... Je regarde un peu pour ne pas oublier. Hein. Voilà, donc oui, c'est bien. Donc on pourrait se demander, ok, c'est très important, mais enfin, si je le fais mal, est-ce qu'il y a vraiment des conséquences? J'aimerais bien vous dire non, mais en fait, si. Il y a des conséquences. Comme toute chose importante pour notre vie, le plus cette chose est importante pour nous, le plus c'est important de la faire bien. Et si on la fait pas bien, donc l'impact est fort. Donc les conséquences, je ne vais pas vous lister tout un tas des problèmes, mais c'est sûr que ça impacte notre santé sur un aspect très large, 360 degrés. Donc si on veut vraiment être en pleine santé, on n'a presque pas le choix de ne pas bien respirer. Après, on a des degrés différents de pleine santé. On peut aller bien, mais peut-être ne pas vraiment en pleine santé. Puis tout ce qui est performance, que ce soit physique ou mental. Donc physique, pouvoir bouger, récupérer, se régénérer, dormir. Mental, c'est la créativité, avoir l'esprit clair, pouvoir beaucoup faire des projets et les accomplir aussi. Voilà, il y a un lien. L'inflammation, l'hypertension, les rythmes cardiaques, les maladies chroniques en lien avec les dégénérations, c'est sûr que la respiration, ça a un impact. La plus importante, la plus évidente, c'est l'hypoxie cellulaire. Bon, si on ne respire pas bien, on ne va pas bien oxygéner nos cellules. Et attention, je parle bien d'oxygénation des cellules, pas l'air dans les poumons. Ça, c'est une erreur, on le trouve tout le temps.
On ne fait pas la distinction. Oui, bien respirer, il faut remplir les poumons. Non. Bien sûr, les poumons, c'est l'organe de la respiration, mais l'objectif, c'est pas remplir les poumons. C'est pas avoir de l'air dans les nez. L'objectif, c'est que les cellules soient oxygénées, donc puissent vivre. Alors, si on ne respire pas bien, il n'y a pas d'oxygénation cellulaire. Il peut très bien avoir une oxygénation alvéolaire. On peut avoir les poumons tout le temps beaucoup remplis, et pourtant, ne pas oxygéner les cellules. C'est parce qu'on les fait mal. C'est un peu comme beaucoup manger, pas forcément bien se nourrir. Beaucoup respirer, c'est pas bien s'oxygéner. Et ça mène à l'hypoxie cellulaire. L'hypoxie cellulaire, la cellule, en très peu de temps, perd sa fonctionnalité et développe des déviances qui vont... Aujourd'hui, on sait très bien que c'est lié au cancer, tout ça, mais après, il y a plein d'autres choses. Donc, je vais m'arrêter sur les conséquences, parce que je ne vais pas parler du négatif, on va se concentrer sur les solutions. Mais c'était pour avoir une idée globale. Je pense que c'était important pour resituer l'importance du sujet, parce qu'on parle des respirations comme quelque chose d'optionnel, est-ce que je veux ou pas bien respirer, et en fait, en réalité, on n'a pas le choix. Voilà. Et moi, j'ai appris ça bien après ma carrière de gymnaste, ça m'aurait bien aidé, mais je suis bien content de l'avoir appris quand même. Voilà, ça on l'a vu, par rapport au sommeil, tout ça, je passe un peu vite. Alors là, à nouveau, j'espère que David ne vous a pas tout dit hier. Je vous demande, selon vous, qu'est-ce qui est une bonne respiration au quotidien? Donc là, par exemple, qu'est-ce que ça serait de bien respirer? Par le nez, exactement. Alors, ventre abdominal, exactement. On appelle la respiration ventrale ou, c'est quoi les synonymes qui est très important? Diaphragmatique. En fait, il ne s'agit pas de respirer avec les ventres. Il s'agit de respirer avec les diaphragmes. Et c'est là, étant juste en contact avec les ventres, on le voit au niveau du ventre. Mais il faut bien faire la distinction parce que je pourrais juste bouger mon ventre et ne pas respirer. Donc, par les nez diaphragmatique, et puis... d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, qui serait important, bien de faire lentement, exactement. Quoi d'autre? Avec les sourires. Inspire, expire, souris, tu es vivant. Ça, c'est l'enseignement, un des enseignements plus simples, plus efficaces de tous les temps. Donc, par les nez, diaphragmatique lent, et puis il y aurait d'autres petits détails. Par exemple, une expiration qui est un peu plus longue de l'inspiration. Faire une petite pause après l'expiration, c'est naturel et même bien. Silencieux, pas bruyant, avec de temps en temps des soupirs, des bâillements, mais pas trop fréquents non plus. Donc il y a des petites choses comme ça. Bien. Oui, et effectivement, on a dit lent, mais aussi régulier. Est-ce que vous avez en tête des rythmes irréguliers dans la nature qui sont propices? Ça n'existe pas. Les rythmes sont réguliers, ils ont une certaine régularité. Et notre respiration doit être ainsi quand on est au repos. On peut changer notre rythme pour faire d'autres choses. Mais quand on est au repos, ça serait bizarre qu'à un moment elle est lente, puis elle est rapide, puis elle change tout le temps, sans avoir des cohérences. C'est justement le principe de la cohérence cardiaque, de donner en régularité au rythme. Parce que rythme et régularité, peut-être vous ne le savez pas, mais c'est deux choses différentes sur la respiration. Mais c'est comme dans la musique. Voilà. Bien. Et puis, oui, il y a une dernière chose aussi qui est importante. On a dit tout ça. Et puis, on doit garder en tête aussi un esprit des... Ça, c'est la qualité. Un esprit des quantités. C'est important aussi. C'est comme bien manger. Qu'est-ce qui est bien manger? Toutes les choses. Mais en fait, j'ai mangé 10 kilos de cerises aujourd'hui. Les cerises, c'est bien, mais j'ai mangé trop. J'ai mal au ventre. Et si on respire trop d'air, c'est bien, l'air est pur. On est à la montagne. Je fais par les nez, diaphragmatique et tout, mais j'en ai pris trop. Et c'est pareil, c'est pas bon. Donc il faut avoir un volume équilibré par rapport à notre besoin métabolique, notre corps, notre activité. Et c'est là, on peut la calculer, on peut la mesurer, mais en fait, on doit apprendre au corps à faire par lui-même, parce que sinon, on ne peut pas tout le temps penser et calculer. On doit avoir un corps qui est auto-réglé. Et il y a juste une façon d'avoir un corps auto-réglé, c'est d'entraîner la respiration. Parce que sinon, les mesurer, ça serait compliqué, mais on peut savoir d'où on part. Donc, il y a ce qu'on appelle une respiration normale en termes de volume. Voilà. Oui, bon, ça très rapidement. Il y a 3 dimensions à la respiration. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut vraiment comprendre que l'acte de respirer n'est pas si... Et il est simple,
mais il n'est pas banal. Et les détails dans la respiration font la différence. Et donc, il faut voir la respiration comme un élément qui est très, est 360 degrés, tridimensionnel. Il n'y a pas qu'à respirer par les nez, il n'y a pas qu'à les diaphragmes, il n'y a pas qu'à le volume, il n'y a pas qu'à la qualité de l'air. Il y a tout ça en même temps. Donc c'est ce qu'on appelle une respiration tridimensionnelle, une bonne respiration ou respiration fonctionnelle. Et s'il manque une des trois dimensions, on l'appelle une respiration dysfonctionnelle. Par exemple, je respire par les nez et les diaphragmes, mais en fait j'en prends trop tout le temps. Ça reste dysfonctionnel. Donc vous devez avoir ça en tête. Bien. Alors, ça c'était l'intro théorique. Maintenant, on vous propose de passer à la pratique. Élise va vous guider sur des tests de respiration. Juste une petite intro par rapport à ça. Vous allez faire 5 tests. C'est 5 tests que moi j'utilise pour évaluer l'efficacité respiratoire des personnes avec lesquelles je travaille. Mais il y a d'autres. On pourrait en utiliser plus. Là, on a fait 5. En termes de temps, c'est pas mal. Ça vous donne des bases. Et l'idée, c'est pas de se juger. Donc on ne veut pas juste vous dire « Ah, vous êtes bon, vous êtes mauvais ». C'est juste d'avoir une idée d'où on part. Et moi, j'aimerais bien que vous partiez après les tests avec un esprit de ces types. Ma respiration. Ça a coupé. C'est pas grave. L'esprit que je vous conseille d'avoir, c'est plutôt... Ah, ne faites pas ça. Hein. Ok, ça... Oh, c'est fort celui-là. Très bien. Donc l'esprit est celui-là. Ok, ma respiration peut-être n'est pas optimale, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui et maintenant, je ne peux que les faire mieux si j'améliore ma respiration. Plutôt que de se dire « Ah non, j'ai une mauvaise respiration, je suis nul, je ne vais pas m'en sortir ». Parce que si vous avez fait tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui sans jamais travailler la respiration, vous avez en fait une arme incroyable à votre côté que vous pouvez utiliser, un outil incroyable qui est juste pas exploité pour l'instant. Donc c'est en réalité une très bonne nouvelle de pouvoir se dire « Je découvre quelque chose qui peut m'aider si je le fais mieux ». C'est ça l'idée des tests. Ce n'est pas du jugement, parce que des fois c'est un peu « Ah, je n'ai pas très bien fait, je ne suis pas très bon ». C'est pas ça. C'est « Ok, quelle marge d'amélioration j'ai pour être à 100% ». Ça va ? Ok, alors du coup, si vous avez de quoi noter, prenez de quoi noter. Sinon, je vous propose de faire travailler votre mémoire également, c'est très bien. Donc on va faire 5 tests différents. Donc le premier test, c'est pour évaluer la qualité de notre respiration. Donc dans votre quotidien, est-ce que vous respirez plutôt par le nez ou par la bouche ? Donc ça, c'est apprendre à s'observer aussi dans votre quotidien. Est-ce que vous respirez plutôt par le nez ou par la bouche ? Alors, il y a 4 options. Option A, vous respirez par le nez le jour et la nuit. Donc ça, c'est la réponse A. Vous savez que vous respirez par le nez le jour et la nuit. Réponse B, nez le jour et parfois par la bouche la nuit. Réponse C, nez le jour et la nuit par la bouche. Et réponse D, par la bouche le jour. Alors je sais que c'est pas toujours évident de savoir notamment la nuit comment on respire, mais si vous réveillez pendant la nuit, vous avez soif, la bouche sèche, ou le matin vous avez la bouche sèche, c'est que principalement vous respirez par la bouche la nuit. Ok. Vous voulez que je répète les 4 ? Ok. Alors réponse A, je respire par le nez le jour et la nuit. Donc nez, le jour et la nuit. Réponse B, je respire par le nez le jour et parfois je respire par la bouche la nuit. Réponse C, je respire par le nez le jour et je respire par la bouche la nuit. Et réponse D, je respire par la bouche le jour. Donc au quotidien, vous respirez par la bouche. Ok. C'est bon pour vous, pour la qualité de votre respiration ? On verra ensuite, on fait les tests et on verra à la fin le résultat final. Oui, un petit indice, vous m'entendez là ? Oui. Un petit indice, c'est que si on se lève pour faire pipi, ou alors on a soif pendant la nuit, ou quand on se réveille, c'est pas normal. Ça, c'est un petit indice. On est habitué à se dire que c'est normal de se réveiller, faire pipi ou avoir soif après la nuit, mais en réalité, ce n'est pas. C'est un rapport avec la respiration. C'est un rapport avec la respiration, ouais. Même les contrôles sur la vessie. C'est bien d'en prendre conscience. Ok, alors le test 2, c'est par rapport à la fréquence. Donc ici, je vais
On va se mettre en position confortable et je vais compter pour vous. Donc pendant 1 minute, vous allez donc compter votre nombre de respirations, sachant qu'une respiration, ça correspond à une inspire et une expire. Ça fait 1. Ok, je vais mettre le chrono, on est parti pour 1 minute, sans modifier votre respiration. Alors je sais que dès que je le dis, on veut la modifier, mais essayez d'être le plus naturel possible dans votre respiration au quotidien, par le nez, donc position confortable, normale. Je vais lancer le chrono. Non, tu le lances, ok. On lance le chrono pour 1 minute, et du coup vous comptez votre respiration. Donc je rappelle, une respiration c'est une inspire et une expire, ça fait 1. Ok pour tout le monde? Ouais, comme naturel. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Vous modifiez rien à votre Modifiez respiration. pas votre respiration. Vous regardez les montagnes, juste dans les fonds, vous comptez les respirations. Vous observez pas votre respiration, sinon vous allez la modifier. C'est parti. Et C'est parti. Et on s'arrête là. Vous pouvez noter le nombre de respirations. Donc, sinon c'est réponse A, vous avez fait moins de 6 respirations dans la minute. Réponse B, vous avez fait entre 6 à 10 respirations. Réponse C, entre 10 et 13. Et réponse D, plus de 13 dans la minute. Bon pour tout le monde ? Ok, super. Allez, on passe au 3e test qui mesure ici la quantité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer par le nez, toujours expirer, et vous allez vous mettre en apnée, en pause. Mais ici, il ne va pas falloir pousser l'apnée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ressentez le petit premier signe que vous avez besoin d'inspirer, vous allez inspirer. Donc ici, vraiment, on ne force pas. Ok, il n'y a pas de déglutition au niveau de la gorge, etc. C'est j'inspire, j'expire, je me mets en pause, en apnée. Et dès que je ressens le besoin d'inspirer, j'inspire. Ok, et je vais compter toutes les 5 secondes. Et comme ça, quand vous inspirez, vous avez un temps voilà, en secondes. Ok ? Un indice important, c'est qu'une fois que vous reprenez votre respiration après cette pause, il doit y avoir 0 essoufflement. Et la respiration doit être totalement normale, silencieuse, comme d'habitude. Si quand vous avez terminé l'apnée, vous faites... C'est parce que vous étiez déjà dépassé un petit peu, c'est premier signal. Donc, tout en étant vraiment détendu, vous attendez, et dès qu'il y a les premiers signaux qui vous semblent arriver, même si c'est pas tout précis, c'est pas grave, vous inspirez, ça doit être tout tranquille. Je vais mettre le chrono, je vais dire 5 secondes, 10, 15, ok, je vais vous le dire à voix haute, comme ça vous saurez à peu près où vous en êtes. Oui, vous arrêtez. Plus ou moins. Plus ou moins. Ok, donc je vous guide, je dis inspire, expire, et après vous mettez en pause. Ok ? Alors c'est parti, inspire, expire, et pause. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et on va s'arrêter là. Ok, alors, réponse A si vous avez fait plus de 40 secondes en apnée. Réponse B entre 30 et 40 secondes.
réponse C entre 20 et 30, et réponse D, moins de 20. Donc tous ces tests, pareil, hein, c'est à refaire plusieurs fois aussi. Par exemple, celui-ci, de le faire le matin à jeun, on a un meilleur résultat, par exemple. Ok, ne vous inquiétez pas. Mais surtout, on ne parle pas des temps d'apnée. On imagine quand on parle d'apnée, c'est l'apnée où on force. Là, c'est une pause. On ne parle pas de ça. On parle d'inspire, expire, pause. Et puis on voit que c'est quand les corps qui nous demandent. C'est comme si je mange, je digère et j'attends de remanger. C'est combien des heures avant que les corps me demandent de manger? C'est pas combien de jours au maximum je peux vivre. Voilà, c'est pas ça. Alors là, pour ce prochain test, on va se mettre debout parce qu'on va marcher. Et on va donc inspirer toujours par le nez, expirer par le nez. On va se pincer le nez et on va marcher et compter le nombre de pas que l'on fait en apnée. Alors par contre, cette fois, on va essayer de pousser un petit peu plus l'apnée, c'est-à-dire que quand vous inspirez, vous pouvez être essoufflé. Là, l'idée, c'est de pousser l'apnée. Donc j'inspire, j'expire, je pince mon nez et je marche. Et on compte les pas. Et vous comptez le nombre de pas. Marchez pas forcément très vite, votre rythme naturel de marche. Ok? Clair pour vous? Et Allez. puis une fois que vous avez fait, vous revenez à votre place. Et Ouais. c'est normal d'être essoufflé. Là, on pousse un petit peu plus. J'inspire, j'expire, je me pince le nez et c'est parti à votre rythme. Super, c'est normal d'être essoufflé, hein. Ok, super tout le monde. Alors, réponse A, si vous avez fait plus de 100 pas en apnée. B, entre 60 et 100 pas. Réponse C, entre 40 et 60 pas. Et réponse D, moins de 40. Et surtout, est-ce que vous avez observé si vous avez inspiré par les nez après l'apnée ou par la bouche? Ça, tu l'as pas dit avant. Ah non, Ah oui, c'est un bonus. on aurait dû le repréciser, mais ça paraît logique. En effet, c'est par le nez. Ok, je dois répéter ou c'est bon pour tout le monde, ça va? Ok. Ok, dernier test. Donc, cette fois-ci, on va faire 3 respirations. Et à la fin de la 3e inspire, on va expirer le plus longtemps possible. Et pareil, je vais mettre un chrono. Et là, l'idée, c'est de pousser sur votre expiration, toujours par le nez. Ok? Donc, on inspire 3 fois. À la fin de la 3e inspire, j'expire le plus longtemps possible. Et je vais vous donner le compte de 5 en 5. On essaye de les faire durer le plus longtemps possible. Ouais, le plus longtemps possible. Sans interruption. Alors, position confortable. Allez, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière, j'inspire. Et on est parti. 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 1 minute, 5, 10, 15 et on va s'arrêter là. Ok, alors, réponse A pour ceux qui ont fait plus de 80 secondes. Réponse B entre 60 et 80 secondes. Réponse C entre 40 et 60. Et réponse D moins de 40. C'est bon? Ok, alors on vient de faire nos 5 tests. Donc on va attribuer par réponse des points et à la fin on va avoir un total. Et ça va nous donner du coup une indication où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. On se rappelle, c'est une bonne nouvelle parce qu'après il y a une progression possible. Donc pour toutes les réponses A, c'est 5 points que vous pouvez attribuer. Pour les réponses B, 3 points. Réponse C, 1 point. Et réponse D, 0. Je vous laisse faire le total. Donc je rappelle, réponse A, 5, réponse B, 3, réponse C, 1 et D, 0. Donc pour comprendre bien, les A, c'est l'optimal. Dans chacun des exercices, hein, c'est 5. Les A, c'est l'optimal. C'est pas forcément l'objectif de chacun. C'est l'idéal. C'est vraiment ce qui est... Les réponses sont exigeantes parce que les A, c'est l'optimal. Le top. Voilà. Le top, mais qui n'est pas forcément utile finalement d'avoir dans son quotidien par rapport à nos objectifs personnels. C'est vraiment le Graal de la respiration idéale. Voilà. Ok. Alors, pour ceux qui ont cumulé moins de 8 points, moins de 8 points, yeah, bonne nouvelle! Il y a une marge d'amélioration énorme. Très grande. Très grande, donc bravo. La majorité d'entre nous, on est là, on démarre là, donc c'est la première étape. Entre 8 et 15 points. Yeah! Du coup, bah, vous êtes dans la moyenne. Et entre 15 et 24 points, vous avez une bonne respiration. Ah, mais s'il travaille la respiration, c'est pour ça. On les reconnaît. Je les reconnais ces deux-là. Hein. Bah, c'est que ça marche. Et est-ce qu'il y en a qui ont cumulé 25 points? Ok, ça nous est jamais arrivé. Donc, mais j'aimerais bien que ça arrive, mais on aimerait bien que ça quelques arrive. jours. Moi, je suis pas à 25. Ouais. Mais en tout cas, c'est super de voir cette progression et de voir que donc des pratiquants de personnes qui pratiquent la respiration quotidienne, bah, vous voyez que leur test s'améliore. Donc voilà, on peut s'améliorer et en plus de ça, ça nous prend pas forcément des années. C'est ça qui est intéressant avec la respiration. Il suffit vraiment de se mettre en régularité, de pratiquer et vous allez voir des résultats assez rapides. Donc voilà, pas besoin de dizaines d'années. Alors peut-être que c'est intéressant de bien comprendre ce qu'on appelle une respiration dysfonctionnelle. Donc finalement c'est une respiration qui n'est pas fonctionnelle, optimale. Donc je vais vous donner un peu des petits symptômes que l'on peut avoir au niveau du corps physique pour vous faire comprendre et prendre conscience que votre respiration est peut-être aujourd'hui dysfonctionnelle. Donc si vous avez en régularité les mains et les pieds froids, il faut savoir que c'est en lien avec une respiration dysfonctionnelle. C'est pas simplement qu'un problème de circulation sanguine. C'est vraiment le fait qu'on respire un petit peu trop, on est un peu en hyperventilation dans notre quotidien, ce qui en fait amène cette sensation de mains et de pieds froids. Donc voilà. C'est un signe que c'est une respiration plutôt dysfonctionnelle. Si également vous bâillez et soupirez souvent, ça fait aussi partie des symptômes de la respiration dysfonctionnelle. On en a parlé tout à l'heure, mais si vous réveillez la nuit avec la bouche sèche, ou le matin pareil, vous avez soif, la bouche sèche, c'est également que du coup, durant la nuit, vous êtes plutôt sur une respiration au niveau de la bouche, ce qui n'est pas optimal, parce qu'on se régénère moins bien. Et si on fait plus de 15 respirations aussi par minute, tout à l'heure on l'a fait dans le test, c'est pareil, on est sur une fréquence respiratoire qui est un peu trop élevée, donc il faudrait respirer moins. Si on ressent de l'essoufflement aussi rapidement, ça fait partie des symptômes de la respiration dysfonctionnelle. Et si on se sent stressé et tendu au niveau de la poitrine. En général, on est vraiment
beaucoup d'entre nous sur une respiration au niveau de la poitrine qui génère un stress. Et en fait, ça fait vraiment partie de la respiration dysfonctionnelle parce qu'on a vu qu'une respiration fonctionnelle, c'était une respiration diaphragmatique. Donc plus profonde, plus lente. Voilà un peu pour vous donner des petites clés sur qu'est-ce que peut entraîner une respiration dysfonctionnelle dans votre quotidien. Donc juste pour récapituler entre les bonnes pratiques et les erreurs. Donc quelles sont les bonnes pratiques d'une respiration au quotidien? Allez-y, dites-moi, qu'est-ce qu'on retient? Je respire par le nez, lente, diaphragmatique. Diaphragmatique, c'est pareil, ouais. Quoi d'autre? Régulier. On ralentit aussi la respiration. Lente. Lente. Et pas trop. Et pas trop, c'est ça. Et l'importance aussi de la posture, c'est-à-dire que comment on se tient au quotidien va impacter forcément comment on respire. Si je passe mon temps avec les épaules rentrées comme ceci, c'est beaucoup plus difficile de faire fonctionner mon diaphragme et de bien respirer. Donc pareil, je vais ouvrir la poitrine, pouvoir vraiment faciliter cette respiration diaphragmatique, faire quelques étirements aussi pour nous aider. Donc l'importance de la posture au quotidien. Et de la tête, bien sûr. Parce qu'on passe quand même, alors peut-être, voilà, imaginons, on travaille derrière un ordinateur. Déjà, je peux avoir une posture un petit peu courbée. Et là, je reçois un mail. Qu'est-ce que je fais? Un truc qui me stresse un petit peu. Je me crispe, je me mets en apnée. Et là, on tombe dans les erreurs qu'il faut éviter, ce côté de faire des micro-apnées et donc d'avoir une respiration qui est irrégulière. Donc observez-vous quand vous êtes, je sais pas, derrière votre téléphone, derrière votre ordinateur ou autre, et ces micro-apnées qui sont liées finalement à des petits stress, et du coup on arrête d'être régulier dans notre respiration et on se met à avoir une respiration irrégulière. Donc ça, c'est une erreur à éviter. Donc d'être régulier dans le respi. Autre erreur à éviter, ça serait quoi? On en a parlé un petit peu. Voilà, on évite de respirer par la bouche, tout à fait, donc nez. Quoi d'autre? Alors, on va éviter la respiration aussi superficielle, donc au niveau de la poitrine, on se rappelle, respiration plus profonde, donc on évite la respiration superficielle. Donc je vous invite vraiment à vous observer dans votre quotidien. Je prends un temps de, ah bah là, elle se situe où ma respiration? Ok, elle est au niveau de la poitrine, bon bah je l'ai observée, je la ramène plus bas. Mais il faut déjà en prendre conscience et après ça va devenir un automatisme. Mais au début, il faut remettre la conscience dessus. Si notre respiration est rapide aussi, il faut la ralentir. Donc on s'observe aussi sur ça. Donc ça c'est une erreur, on évite d'avoir une respiration rapide. Et les soupirs, voilà. D'éviter de faire trop de soupirs pour garder cette régularité dans la respiration. Donc là, vous avez vraiment les bons gestes et les erreurs. Donc vraiment, je vous invite à vous observer dans votre journée. Où est-ce que vous en êtes au niveau de ces petites choses, erreurs et bonnes pratiques. Donc allons vers la bonne pratique, s'il vous plaît. Mais déjà avoir la conscience de la respiration à chaque moment, ça va vous aider. Parce que, ah oui, là j'étais par la bouche, par les nez, je corrige. Ah, je me mets un peu plus droit, j'essaie de ralentir. Déjà, les simples faits d'avoir de la conscience par ici, par là, ça va vous aider. Et puis, la conscience en elle-même ne garantit pas une bonne respiration. C'est pour ça qu'il y a des exercices d'entraînement. J'irais bien juste par rapport à deux éléments qui sont très importants. Un, les mains et les pieds froids. J'ai vraiment souvent la question, parce qu'il fait l'exposition au froid, et la syndrome des Raynaud, et les mains et les pieds froids en permanence. Et on associe ça à une frilosité ou alors un problème de circulation, qui la plupart des cas, c'est un problème de respiration. Parce que quand on est en hyperventilation chronique, et je souligne les chroniques, pas ponctuelles. Ponctuelles, c'est pas un problème. Quand c'est chronique, il y a une vasoconstriction périphérique, parce qu'on a peu de CO2, peu de dioxyde de carbone, parce qu'on l'expire en permanence. Et ça dérègle l'équilibre au niveau des vaisseaux. Donc au niveau des extrémités, il y aura moins de sang, donc les mains et les pieds vont être froids, même si le corps est chaud, en fait. Il ne peut juste pas y arriver parce qu'il est en vasoconstriction liée à la chimie du sang. Puis il y a un problème parce que cela va dérégler aussi l'effet tampon du sang, qui est un équilibre acide-basique du corps, qui est un des mécanismes d'homéostasie les plus importants qui existent. Ah, bien sûr, la température aussi. Mais donc dans les temps, ça va épuiser les reins et les tissus musculo-squelettiques. Donc on ne pense pas que c'est si mauvais de trop respirer, mais en fait c'est vraiment pas top. Donc vous pouvez voir ça, mains et pieds froids, c'est un signe qui vous dit, peut-être là je suis en train de trop respirer. Et si on ralentit, ça chauffe direct. Quand vous donnez une conférence, un cours, vous parlez, malheureusement les débits des paroles, souvent elle est trop rapide par rapport à nos besoins métaboliques.
donc on va en hyperventilation. Donc on va ressentir, et moi je les sens là, que les mains et les pieds sont froids. Donc j'ai besoin de faire des exercices avant et après pour essayer d'équilibrer dans ma journée. Si je donne 8 heures de cours où je parle, pendant 8 heures, j'ai déréglé ma respiration ce jour-là. Ce n'est pas la fin du monde, mais je dois en être conscient. Sinon, elle va se dérégler encore plus en plus. Donc, ma mère, qui est professeure d'anglais, qui a toujours eu l'asthme, l'allergie, elle respire par la bouche, je vois clairement que quand elle vient de l'école, elle rentre, elle n'a plus de souffle, elle n'a plus de voix, elle n'a plus rien. Elle a parlé 6 heures non-stop. Et voilà, il faut s'asseoir, faire 30 minutes de respiration lente et ça va aider. Mais il faut en être conscient, ça veut dire qu'il faut le savoir. Et la deuxième chose très importante, et après on arrête sur la théorie, c'est que les rythmes respiratoires est lié à la santé de votre système nerveux autonome. La respiration est le pont entre les conscients et les subconscients, entre les corps et les mentales, entre les mécanismes volontaires et involontaires. Vous pouvez les faire dans un sens et dans l'autre, c'est les ponts. Donc, si la respiration est autant liée à notre système nerveux autonome, si elle accélère, ça veut dire elle est plus rapide, elle fait d'accélérateur pour tout le reste. Et l'accélérateur, ça s'appelle le système nerveux sympathique, autonome sympathique, qui n'est pas mauvais en soi, mais il ne peut pas être activé en permanence. Parce que quand il est activé, il utilise les ressources du corps pour amener son énergie de l'intérieur vers l'extérieur. C'est sa fonction. C'est hyper utile si vous devez marcher, réfléchir, courir, vous déplacer, faire du travail. C'est nécessaire. S'il n'y avait pas d'énergie, vous ne pourrez même pas vous lever. Donc c'est utile en soi. Par contre, l'autre fonction du système nerveux autonome, la parasympathique, c'est digestion, repos, régénération. On utilise l'énergie du corps vers l'intérieur. Donc si la respiration est trop rapide, elle active les systèmes sympathiques en permanence, même quand vous dormez. Ça veut dire que pendant la nuit et pendant les jours, donc il n'y aura pas de régénération. C'est une obsolescence rapide. En termes de longévité, ça nous pénalise, les cellules vieillissent plus vite, il y a moins de capacités de régénération. On utilise toute l'énergie qu'on a toujours vers l'extérieur. On est un passoire à énergie. Donc ça c'est important à avoir en tête, parce que les rythmes respiratoires n'est pas si anodin que ça. C'est pour ça que dans toutes les pratiques anciennes, ancestrales de la respiration, l'objectif primaire est ralentir la respiration. Ça n'empêche pas qu'on peut faire des techniques où de façon volontaire, on hyperventile, on respire vite. Ça peut avoir des intérêts, mais c'est ponctuel. Donc il faut bien faire la distinction entre chronique et ponctuel. Et ça aussi, je voulais vraiment le souligner, parce qu'après, sinon, on arrête de faire toutes les respirations qui sont à plus de 6 par minute. C'est pas un problème, vous pouvez faire vos respirations Wim Hof, c'est une super technique, géniale, mais ça ne peut pas être la seule technique de respiration que vous faites. Et là, je souligne, pour avoir vu cette erreur sur moi et sur plein de personnes que j'ai accompagnées, on ne peut pas juste pratiquer la respiration Wim Hof, parce que ça va dérégler dans les temps. Parce que c'est une technique d'hyperventilation très utile pour plein de choses, mais si on fait que de l'hyperventilation comme exercice, on va apprendre à hyperventiler. Voilà. Il n'y a pas de surprise. Donc on a besoin de compenser avec d'autres techniques, Buteyko, Oxygen Advantage, Pranayama, respiration lente, etc., etc., pour trouver un équilibre. Comme dans l'exercice physique, comme dans tous les autres piliers. À la fin, on cherche l'équilibre. Ça va ? Très bien. Ok, super. Donc là, on a vu ensemble ce qu'était une respiration fonctionnelle, donc c'est-à-dire la respiration dans votre quotidien, au repos de tous les jours. Maintenant, on va passer sur une partie, on va voir des techniques de respiration, comme là, la respiration Wim Hof que certains ont peut-être fait ce matin, des techniques spécifiques qui peuvent vous aider dans votre quotidien pour, par exemple, mieux gérer votre stress, mieux dormir. Donc voilà, c'est après, quand on connaît justement différentes techniques de respiration et leur utilité, et ben on peut les utiliser comme une boîte à outils. Ah bah là, je me sens stressée, je vais utiliser cet exercice-là, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque ou autre, et je sais que ça va réduire mon stress. Donc là, on vous a choisi des thématiques assez courantes pour vous donner justement des petites clés, des petits outils pour l'utiliser dans votre quotidien, parce que ce qui est quand même assez génial avec la respiration, c'est qu'on l'a avec nous tout le temps. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller à la salle de sport pour travailler ma respiration, je l'ai avec moi. Donc on peut la pratiquer à n'importe quel moment, si on a l'opportunité. Nous on aime bien quand on se brosse les dents, on fait une technique de respiration, quand on conduit, enfin voilà, on peut coupler, et c'est ça qui est magique aussi avec la respi. Donc pour bien se mettre dans ces exercices, je vous propose quelques étirements. Donc comme on est assis, on va rester assis pour l'instant. Et on va inspirer, bras vers le ciel, je m'étire ici, et torsion, main
Main droite sur genou gauche et main gauche derrière le dos. Je suis en torsion ici, le dos est droit, je regarde vers l'arrière et je continue de respirer. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, je change de côté, main gauche, genou droit, main droite à l'arrière. J'essaye ici de garder le dos droit comme si un fil d'argent venait me tirer le sommet du crâne vers le ciel. Et inspire, reviens centre. Bras vers le ciel. Et de nouveau, expire de l'autre côté, main droite, genou gauche. Inspire, centre. Et expire de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Bras vers le ciel. Expire, main cœur. Je vais venir déposer la main gauche sur le sol. Et à l'inspire, je vais lever le bras droit. Et j'étire tout le côté droit. Donc ici, soit on reste sur la main gauche, ou vous pouvez venir aussi sur l'avant-bras gauche pour étirer un peu plus le côté droit. On garde le bras droit bien tendu, on n'est pas en danseuse ici, on a le bras droit tendu. On revient au centre, on fait l'autre côté. Ok, et reviens au centre. On va mettre les mains au niveau des côtes et on va masser au niveau des côtes. Comme on a fait tout à l'heure pour ceux qui étaient là ce matin. Donc je masse, main sur les côtes. Et je vais attraper la peau au-dessus des côtes, la tirer légèrement et la mobiliser de haut en bas. Donc j'attrape la peau au-dessus de mes côtes. Je la pince légèrement, en douceur, forcez pas. On est plus ou moins rigide. Si on pratique des exercices de respiration, en général, c'est plutôt souple à cet endroit. Et on peut venir, comme Léo est en train de faire, avec le bout des doigts, masser au niveau du diaphragme, donc juste en dessous des côtes. On peut s'avancer légèrement vers l'avant, ça aide. Et pareil, c'est plus ou moins souple. Ok, super. Bon? Oui, très bon. Yes. Allez, on va passer du coup à la première thématique qu'on vous a choisie. Ah non, on fait d'abord une autre technique pour bien respirer qui est, je pense que ça va beaucoup vous aider, c'est comment se déboucher le nez. Parce qu'il existe une technique pour se déboucher le nez. Donc, cette technique, facile, j'inspire par le nez, j'expire par le nez, je me pince le nez et je vais ici faire des mouvements de tête de gauche à droite et je pousse l'apnée le plus longtemps possible. Et attention, après, qu'est-ce que je fais? Je réinspire par le nez. Allez pas me faire... Ok? J'inspire par le nez après que j'ai poussé l'apnée. Donc qu'est-ce que l'on fait avec cette technique? En fait, on produit ce qu'on appelle l'oxyde nitrique, qui est une molécule qui est à la fois vasodilatatrice, donc elle va venir dilater au niveau des narines, mais aussi elle est antivirale, donc elle est extrêmement intéressante pour se protéger les voies respiratoires de tout virus et autres. Donc je rappelle, j'inspire, j'expire par le nez, je me pince le nez, et ce petit mouvement de tête, en fait, il vient permettre à la molécule de partir un petit peu dans toute notre cavité nasale, donc d'un peu plus se diffuser. Et donc cet exercice, vous pouvez le faire plusieurs fois, et normalement, vous allez voir, c'est même certain, qu'à l'inspire, vous allez avoir les narines un peu plus dégagées. Je vous laisse le faire à votre rythme, faites-le une fois, deux fois. Le plus l'apnée est longue, le plus l'ouverture des voies aériennes supérieures, on la ressent. Et si une fois n'est pas suffisante, vous pouvez faire 2 fois, 3 fois, 5 fois. Si on a le nez vraiment pris congestionné, peut-être on a besoin de les faire plusieurs fois. Et déjà avec une fois, si on pousse un peu l'apnée, on devrait sentir une petite différence. Est-ce que certains le sentent? Ouais, yes, ok.
Si vous le sentez pas, c'est que vous n'avez pas assez poussé les apnées. Ou que vous avez vraiment pas le nez bouché. Oui, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et puis petit à petit. Super. Alors maintenant qu'on a bien le nez débouché, on va pouvoir passer à d'autres techniques. Donc, alors, Léo, tu voulais parler de l'importance de respirer par le nez? Oui, on pourrait parler de plein de choses. Mais déjà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Sur les éléments plus d'apport théorique, est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles c'était pas clair ou qui vous semblent bizarres? Par exemple, c'est vrai que quand on dit d'inspirer par les nez, expirer par les nez tout le temps, ceux qui font du sport disent mais non, mais c'est pas possible quand je vais courir. Et je comprends. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans ce sens? Ouais. Alors, je ne sais rien. Mais l'inspire et l'expire, en termes de volume, dans les temps, elles doivent s'équilibrer. Parce que sinon, on sort de la capacité pulmonaire. Donc, on peut faire un grand inspire et un petit expire. Mais puis, on inspire à nouveau, un petit expire. À un certain moment, ça ne sort plus. Donc, on a besoin d'équilibrer l'inspire et l'expire. Après, c'est vrai que si les alvéoles, donc vraiment les petites branches des poumons ne fonctionnent pas correctement, il y a des pertes en capacité de volume. Surtout sous l'inspire et sous l'expire, et en plus si les diaphragmes ne bougent pas, pareil, on ne rentre pas dans les normes. Donc ça c'est sûr que c'est un élément intéressant à observer sur la mécanique respiratoire en termes de volume, et généralement on observe une perte de capacité respiratoire en termes de volume si on ne l'entraîne pas, et on perd des mobilités du diaphragme si on ne l'entraîne pas. Comme tout organe dans les corps qu'on n'utilise pas, il s'atrophie, donc c'est normal. Puis alors, je n'ai pas vraiment tout compris par rapport au volume inspire-expire, mais je pense que c'est ça sur les éléments intéressants à noter par rapport au volume. Donc, mouvement du diaphragme, expansion cage thoracique, qui a un lien au diaphragme, même pas que. Et ce sont des choses qui on entraîne et qui sont très importantes. Et même au niveau sportif, il y a vraiment beaucoup de sportifs qui n'utilisent pas la capacité pulmonaire totale et n'utilisent pas tous les mouvements du diaphragme possibles. Donc, en fait, c'est comme s'ils avaient des poumons de 2-3 litres. Qui en réalité, les poumons sont plus, c'est 4, 5 ou 6. Quand vous faites une spirométrie, si ça vous arrive, allez regarder par rapport aux normes, si vous êtes à 100%, 80%, 150%. Et moi, quand j'étais gymnaste, j'ai toujours eu une mauvaise respiration, j'étais à 80% des normes par rapport à ma taille, mon poids, etc. Mon volume respiratoire était petit, mes capacités respiratoires étaient petites. Et puis je l'ai refaite après 5 ans d'entraînement respiratoire, j'étais à 125%. Donc il y a vraiment, on peut beaucoup changer sur la respiration en un peu de temps si on y travaille. Ça c'est très intéressant. D'autres questions sur ce qu'on a vu avant de passer à quelques techniques? Ah bah voilà, c'était le programme. Très bien. Alors, effectivement, pourquoi est important de respirer par les nez? C'est un peu comme c'est demandé pourquoi je devrais manger par la bouche. L'organe de la respiration dans les corps, c'est le nez et la cavité nasale et les sinus paranasaux qui vont avec. La bouche existe comme voie dans les cas où le nez est bouché. Ou alors pour faire autre chose. Parler, manger, il y a plein d'autres fonctions. Mais l'air devrait rentrer par les voies aériennes supérieures du nez, avec la cavité nasale qui est un très grand espace derrière le nez, dans la tête. Et en fait, on sait très bien que les loyers au mètre carré dans la tête est très cher. On a le cerveau, et si on pouvait avoir plus, ça serait génial, mais on ne peut pas. C'est très cher. Alors pourquoi on aurait une cavité nasale qui a un gros trou derrière le nez dans la tête, si ce n'était pas utile? Et plus, il y a des sinus paranasaux avec plein de fonctions. Pourquoi on aurait autant de trous et des choses derrière les nez? C'est très utile pour la respiration. Alors, à quoi ça sert donc tout ça? C'est l'apparatus respiratoire des voies aériennes supérieures. Quand on inspire, on va réchauffer l'air, l'humidifier, la filtrer de toutes particules.
on va générer de l'oxyde nitrique, du CO2, qui sont des molécules vasodilatatrices et antivirales, antibactériennes, antifongiques, naturelles. Donc ça protège les systèmes immunitaires des poumons, qui c'est un organe magnifique, mais très délicat. C'est des branches comme des arbres avec une surface de presque 100 mètres carrés dans des petits poumons ici, mais ils sont très très délicats et ça va jusqu'aux alvéoles. Et les alvéoles, ils ont une membrane qui est un quart de millimètre, où par magie, l'oxygène passe au sang et du sang, les dioxydes de carbone passent à l'air. Et en fait, il y a une régulation d'un système ouvert en permanence. On inspire, on expire en permanence. Donc on a vraiment besoin de protéger ça. Donc le nez permet donc de filtrer tout ce qui ne doit pas être dans les voies respiratoires, mais aussi donner la bonne température, parce que si on prend de l'air très froid, de l'air agressif au poumon, si on prend de l'air très chaud, de l'air agressif au poumon, et si on prend de l'air très sec aussi, c'est agressif pour les poumons, ça irrite. Donc elle va humidifier dans tout son parcours. Et c'est un échangeur de chaleur, un humidificateur, ça produit ces molécules qui protègent, et en plus ça génère une petite friction qui permet de mieux absorber l'oxygène au niveau des alvéoles, environ 20%. Donc on perd moins d'humidité, on perd moins de chaleur, et on respire de façon plus efficace si on utilise les nez. Donc c'est quand même très intéressant. Les nez a environ 35 fonctions biologiques liées à la respiration. Donc là je n'ai mentionné quelques-unes. Et la bouche, bien sûr, si le nez est totalement bouché, ben on respire par la bouche, génial, on ne va pas mourir parce qu'il en avait dit 3 minutes. Donc c'est important que ça soit là. Mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Et pareil, quand on fait du sport, c'est pas du tout une bonne idée de se dire, bon, dans la vie de tous les jours, j'utilise bien le nez, mais là, non, là, j'utilise la bouche. Mais pourquoi ça serait une bonne idée? Et certes, l'essoufflement et la capacité à gérer l'essoufflement va nous inciter à chercher de l'air. Mais en fait, ce n'est pas en respirant par la bouche qu'on va la trouver. Et en fait, on ne va pas vraiment gérer l'essoufflement. Si on va le faire, on peut compenser sur un temps relativement personnel cette fatigue de gérer l'essoufflement, mais on va payer un bon prix. Et c'est celui de la bronchoconstriction à l'effort et de l'inflammation des voies aériennes. Donc par exemple, on a mal ici après qu'on a couru, ou alors on a un peu de mucus qui commence à sortir, et ça fait mal et ça brûle, et puis on a la respiration un peu sifflante. Tout ça, je l'avais quand j'essayais de courir. J'arrivais pas à courir, j'ai respiré tellement mal. Donc j'avais tout le temps mal ici, c'était vraiment atroce de faire de la course à pied pour moi avant. Parce que j'ai respiré par la bouche, et donc du coup j'ai perdu beaucoup d'eau, des températures. Donc le nez, c'est l'organe pour la respiration au repos et pendant l'entraînement. Mais au début, vous devez noter ça, au début ça va être difficile d'échanger plusieurs années d'habitude de respirer par la bouche quand vous faites du sport en respirant par les nez. On ne va pas y arriver comme ça, ça va nous demander de faire de l'entraînement respiratoire à côté et peut-être de ralentir au début, mais c'est pour les longs termes que ça va payer. Si on doit juste faire un sprint 100 mètres pour sauver notre vie, ok, faites comme ça vient, bien sûr. Courir, respirer par la bouche, mais si on doit penser sur les longs termes, c'est pas une bonne stratégie de se cramer les poumons en respirant mal quand on fait du sport, parce que le sport il est là pour se faire du bien. Donc il y a tellement de blessures qui sont liées à une mauvaise respiration, que des fois ça rend le sport même délétère. Donc là, on va très vite, je comprends que je ne veux pas vous apporter tous les éléments théoriques qu'il y a derrière par rapport au mouvement fonctionnel, à la posture, à l'aide du cœur, volume mort, il y a plein de choses, mais faites-moi confiance. On sait, même par les études scientifiques et par les apports de médecine, que la respiration par les nez est dans tous les cas plus efficace. Bien. Oui, dernière question, puis on passe à la pratique. La nuit, je respire par la bouche. Comment je peux faire pour respirer par le nez? Oui, très bonne question. Alors, effectivement, si on a une respiration qui est dysfonctionnelle, comment on corrige ça? Ce sont des exercices de correction. Si on veut respirer par les nez la nuit, on doit respirer par les nez déjà les jours. Faire des exercices où on apprend à bien ouvrir les voies respiratoires, on l'entretient. On respire le plus possible par les nez quand on est conscient, pour aider les corps aussi quand on est inconscient à respirer par les nez. Et au début, peut-être on ne va pas y arriver. Il y a des outils qui nous permettent de serrer légèrement les lèvres pour pouvoir respirer par les nez, même si on aurait plutôt la tendance à faire ça. Donc, il y a des outils comme les myotape, le sparadrap ou d'autres choses comme qui un existent. petit scotch à mettre autour de la bouche qui crée une petite tension pour garder les lèvres fermées pendant la nuit. Ça, c'est un béquille. Mais le plus important, c'est entraîner la respiration le jour.
quand la respiration devient efficace, on respire par les nez dans notre quotidien, il n'y a pas de raison que la nuit, le corps va choisir de respirer tout seul par la bouche. Sauf si, alors là, on n'est pas encore arrivé au point, ou alors la position de notre tête fait vraiment en sorte que ça s'ouvre, ça peut arriver. Alors là, on peut utiliser ce type de béquilles, et au début, je les conseille, parce que quand on va se réveiller le matin, c'est comme si on avait dormi 3 nuits, une. C'est vraiment, waouh, je me suis régénéré en fait cette fois. Et au début, c'est incroyable. On se réveille, on a beaucoup plus d'énergie simplement parce qu'on a bien respiré, parce qu'on a enfin pu rentrer dans les systèmes parasympathiques et on a fait la fonction régénération-repos. Ok, allez, on va passer à... On va faire quelques pratiques, on ne va pas tout faire parce que après on vous laissera libre, manger, réfléchir à tout ça, mais on voulait vous proposer quelques exercices d'entraînement respiratoire, parce qu'on a parlé de la respiration, de l'entraîner, mais comment on l'entraîne? Il y a plein d'exercices pour l'entraîner. Là, on va en voir quelques-uns. Puis si ça vous intéresse, on vous dira comment vous pouvez trouver les autres, lesquels sont peut-être plus adaptés pour vous. Et là, on vous en donne quelques-uns juste pour découvrir, et puis il y a les possibilités de l'entraîner plus loin. On commence avec la base. Oui, sur la thématique du stress. Alors, sur la thématique du stress, qui est des fois la cause et la conséquence de mauvaise respiration, c'est un cercle vicieux ou vertueux. On peut casser ces cercles vicieux et les transformer en cercle vertueux par certains exercices. Et là, je vous propose deux. Les premiers, c'est la respiration géante, qui aide à baisser un pic de stress rapidement, dans les secondes. Et puis la respiration de 3-6, qui aide à équilibrer les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques dans la durée. Ce sont très simples. Moi, je les fais pratiquement tous les jours. La 3-6, c'est tous les jours. La géante, en fonction de mon stress, mais elles sont tellement simples et c'est mes outils, c'est comme mon couteau suisse, je les utilise. La respiration géante, c'est géante parce qu'elle est grande. On va inspirer grandement dans la poitrine, ça c'est volontaire. On va garder 3 secondes l'air et puis là, exception à la règle, on va relâcher. L'objectif de cette respiration, c'est en 3-5 fois baisser tout de suite un niveau d'excitation, énervement, colère, aux tensions. Okay? Donc on va les faire 3 fois. Là, vous êtes très calme et zen, donc vous n'allez pas forcément voir une grosse différence, mais au moins vous l'apprenez. On le fait 3 fois et puis on enchaîne avec la 3-6. Donc, vous pouvez rester assis ou allongé même. Ouais. Tu veux la montrer parce que ça fait un peu de bruit, peut-être ça vous dérange, non? Là, je l'ai fait. La géante. Donc, la géante, là comme vous êtes, c'est à utiliser sur un pic de stress. Vous imaginez, vous êtes dans un bouchon, quelqu'un vous klaxonne, vous êtes en train de faire quelque chose, et là, vous bloquez dans la poitrine, et vous relâchez. À la fin, vous faites une petite pause, et puis à nouveau, inspire pleinement, on bloque, et on relâche. On se détend en même temps. Sans tension dans les épaules, par contre. À la fin, on fait une petite pause, et puis à nouveau, inspire. On bloque bien dans la poitrine, et relâche. On détend même les visages, les épaules. Petite pause. Donc on a fait 3 là. On va pas continuer, mais vous voyez qu'il y a un peu un effet de... Et puis on enchaîne, parce que peut-être c'est pas assez, sur la respiration de 3-6, qui ça nous permet de petit à petit descendre. On inspire sur 3 secondes et on expire sur 6 secondes. On essaie de faire ça par les nez. Ça, c'est mon couteau suisse. Ça fait partie de mes top 3 respirations qui existent. Elle est tellement simple, ça sert à plein de choses. Là, on l'utilise pour la gestion du stress. Inspire 3. Expire 6. Tout simple. Et on va le faire 2 minutes. Ça va? En respirant par les nez, vous pouvez rester assis ou allongé, comme vous voulez. Vous détendez un instant et vous respirez ainsi. On va ralentir la respiration, ça va nous faire du bien. On va gagner en quelques minutes de vie dans les temps aussi déjà, en 2 minutes de pratique. Allez, je vais vous guider sur les temps. Allez, on commence. On inspire par les nez. 3. Et on expire par les nez. 3, 4, 5, 6. Inspire par les nez. 3 et expire par les nez. 3, 4, 5, 6. Inspire par les nez. 3 et expire par les nez. 3, 4, 5, 6. Inspire par les nez.
3, expire, on se détend. Quand on expire, pas de tension, on détend les visages. Et à nouveau, inspire, l'air rentre par les narines doucement. Expire sur 6 secondes, l'air ressort, on se détend davantage. 6, inspire, 2, 3, et expire. 2, 3, 4, 5, 6, inspire. 2, 3, et expire. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la détente, inspire, on peut fermer les yeux. 3, expire, on détend le visage. 4, 5, 6. Inspire, on observe l'air qui rentre. Et expire, on observe l'air qui ressort. 6. Inspire. 2, 3. Et expire. 2, 3, 4, 5, 6. Les 3 dernières. Inspire. 2, 3. Et expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3. Et expire. 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière. Inspire. 2, 3. Et expire. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. 2 minutes, on revient à notre respiration normale. 2 minutes, c'est peu de temps. En même temps, ça suffit déjà pour changer d'état avec la respiration. On était très zen, on est bien là dans les montagnes, mais peut-être vous avez observé une petite tendance à ralentir dans ces 2 minutes de pratique. Peut-être un peu plus de détente, peut-être un peu plus de sérénité au pas. Mais voilà, c'était 2 minutes. On peut le faire plus que 2 minutes, mais déjà pour dire qu'en 2 minutes, ça peut détendre un petit peu. Si on a envie de bâiller, c'est les signes qu'on a calmé un petit peu le système nerveux autonome. Oui, alors, après, des fois, on n'a pas forcément besoin de gérer le stress, on a plutôt besoin de s'activer. Il y a une thématique très intéressante dans la respiration, c'est l'énergie et l'endurance, qui n'est pas exactement la même chose, ça peut travailler sur des éléments en commun. Donc là, je vous propose, Elise va vous guider sur une technique pour se dynamiser en 30 secondes dans les cas où il y a quelque chose qui nous empêche vraiment d'être vigilant, attentif, concentré, mais on n'a pas le choix. Par exemple, on doit donner un speech, on doit monter sur scène, et là, on est très ralenti, on a du mal à se réveiller, ou alors on est en réunion, on n'arrive pas à garder les yeux ouverts, ou autre chose. Vous imaginez votre situation, votre scénario, en 30 secondes, on peut, par la respiration, se dynamiser. On va réactiver l'énergie pour l'utiliser sur un temps court. Ce n'est pas l'endurance, donc c'est les ponctuels. C'est la technique sniff-puff, qui est très rigolote. Voilà. Sniff-puff, eh oui. Donc on va faire 3 sniffs et un puff, c'est-à-dire j'inspire, j'inspire, j'inspire et expire par la bouche. Ça donne. Et on va faire ça 30 secondes. Et vous allez voir que ça va vous activer. Ok, Si donc 3 est difficile, vous en faites 2. Sinon vous en faites 2 ou 3, comme vous préférez. C'est parti. Dernier. Ok, donc là, normalement, vous devez se sentir plus activé, plus présent. Voilà, on a fait quelques secondes de sniff-puff, donc très efficace cette respiration, si on a besoin de se réveiller rapidement. Donc gardez-la bien en tête aussi, celle-là. Respiration de l'énergie. Ensuite, vous pouvez faire la longévité? Oui, il y a plein de respirations. Je ne sais pas si on va tout faire, mais... ouais, faisons plutôt la longévité. Alors, il y a une respiration très utile pour entraîner les souffles 360 degrés, c'est la respiration katana. Mais elle est un peu compliquée, un peu difficile. Donc, je vous propose une autre technique qui entraîne les souffles, qui peut-être elle est un peu plus simple en termes d'exécution, mais pas forcément plus facile parce qu'il y a des temps qui sont longs peut-être pour nous. Si on va dans l'essoufflement, dans les techniques de respiration, on doit être capable d'y aller mais sans stress. Si ça vous génère du stress, c'est pas la peine. Okay? Donc là, je vous propose un exercice qui ça s'appelle la respiration de la longévité. C'est une respiration triangulaire qui est très utile pour avoir une énergie dans l'endurance et dans les temps.
Si les rythmes que je vais vous proposer est trop difficile pour vous, faites un rythme un peu plus court, un peu plus simple, parce que si l'essoufflement est tel que vous stressez, vous crispez, c'est pas forcément la bonne façon de faire. Donc comme j'ai un peu du mal à savoir les niveaux généraux, je vous propose les rythmes standards de la respiration de la longévité, et puis vous adaptez. Un peu d'essoufflement, c'est pas un problème, hein, mais un essoufflement détendu. S'il y a un essoufflement qui nous crispe, non, c'est pas la peine. On a déjà suffisamment de stress pour plein de choses. Donc la respiration de la longévité, c'est une technique assez ancienne. On l'utilise beaucoup dans les pranayamas. C'est les premiers vrais exercices de pranayama qui existent. Là, je vous montre la version à moitié de ce qu'on fait pour dire qu'on fait du pranayama. Donc, on est encore à moitié pour faire les premiers exercices pour dire qu'on fait vraiment de l'énergie du souffle dans les yogas. Mais on va à un autre niveau, c'est tout à fait OK. C'est une inspiration par le nez sur 4 temps, une rétention poumon plein sur 16 temps et une expiration sur 8. Donc c'est un rythme 1, 4, 2. Les temps, ce n'est pas forcément des secondes. En réalité, c'est plus lent que les secondes. Moi, je vais compter pour vous aider, mais si vous essoufflez, je vous dis, si l'essoufflement en soi ne vous génère pas de stress, ok, mais si ça vous stresse, vous allez réduire. Vous pouvez faire 3, 12, 6, 2, 8, 4, 1, 4, 2, si vraiment... Bon, moins on ne peut pas. Ça va? Donc on commence 4, 16, 8, et en fait, si vous en faites un, vous arrivez, mais la deuxième, vous n'arrivez pas, eh ben, c'est pas grave, la deuxième, vous faites un autre rythme, vous récupérez, et puis dès que vous pouvez, vous arrivez à nouveau. C'est un très bon exercice d'entraînement du souffle, très utile pour garder une énergie élevée en endurance dans les temps, mais ce n'est pas tout de suite qui va nous donner l'énergie, cet exercice. C'est la pratique de cet exercice qui, dans les temps, fait monter notre niveau d'énergie et la garder plus stable dans les temps. C'est une des fonctions de la respiration, l'énergie. Il y a un lien très très fort, hein. L'énergie du souffle. Donc je vous propose de faire ça 3 minutes, juste pour voir un peu qu'est-ce que c'est. Et comme ça, vous l'apprenez. Ça serait bien de pratiquer les deux droits, cet exercice, soit assis, soit allongé, mais les deux droits. Donc si vous êtes assis comme ça, vous essayez de vous asseoir droit, peut-être mettre un petit coussin sur les bassins, ou alors à genoux, c'est possible aussi, ou alors vous allongez, pour avoir la tête alignée avec la colonne vertébrale. C'est important dans cette pratique qu'il puisse y avoir une circulation d'énergie sous la colonne vertébrale. C'est pour ça que je vous dis d'avoir les deux droits. Dans certaines techniques, c'est un peu moins important, mais dans celle-là, c'est quand même important. Ça va pour tout le monde? Je vais vous guider, comme d'habitude, vous essayez de suivre, sans vous crisper, sans stress. Avec un sourire sur le visage, c'est toujours bien. Allez, on commence, et je vais vous guider sur les rythmes. Donc, inspire, 2, 3, 4, on bloque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a fait une plus courte. Inspire. 2, 3, bloc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et expire. 2, 3, 4, 5, 6 et inspire. 2, 3, 4, on bloque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a fait une courte, inspire. 2, bloc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 2, 3, 4. Et à nouveau, inspire. 2, 3, 4. On bloque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a fait une courte. Inspire. 2,
bloc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, expire, 2, 3, 4, et à nouveau inspire, 2, 3, 4, bloc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et courte. 1, 2, inspire, bloc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on relâche, on revient en respiration normale. C'était la dernière, on a fait 3 minutes. C'est normal que ce soit un peu difficile, peut-être celle-là. Voilà, sur 2, 8, 4, peut-être ça allait. C'était les respirations de récupération. 4, 16, 8, c'est peut-être un peu difficile pour commencer pour certains, c'est pas un problème. Il y a d'autres exercices plus simples à faire, déjà la 3, 6. Mais juste pour se situer dans l'exercice réel, il est 8, 32, 16. Ça, c'est l'exercice réel pour commencer à faire du pranayama. Et les 8, 32, 16, c'est sur des temps qui sont plus longs que la seconde, souvent en fonction du rythme cardiaque. Donc, en fait, on fait moins qu'en respiration la minute. Ça commence à être des vrais exercices de respiration dans les yogas du souffle, ce qu'on appelle les pranayama. Mais voilà, c'est juste pour se resituer. Et donc 4, 16, 8, peut-être un peu difficile. Bon, voilà, 3 ou 2 pour commencer. Et puis on garde les ratios. Mais on l'appelle la respiration de la longévité, pas par hasard, parce qu'il y a tous les critères dedans pour nous faire vraiment du bien au niveau du souffle, parce qu'on va lentement, on respire par les nez, on fait des pauses, les rythmes réguliers, on a le temps d'oxygéner les cellules, on augmente la respiration cellulaire, on entraîne notre capacité de gérer l'essoufflement, on a la maîtrise du souffle, la conscience dans les moments présents, il y a plein de choses dedans. C'est un super exercice, un peu exigeant, mais je voulais quand même partager un moment. Qui l'a trouvé difficile? Personne? Ah bah ça va, juste une personne. Qui l'a trouvé facile? Ah bah super, génial. Bon, voilà la respiration de la longévité. On va pas faire la respiration katana, mais vous pouvez la trouver même sur notre chaîne YouTube. Je l'ai guidée facile, moyenne, difficile. Vous pouvez vous amuser. Parce qu'elle est un peu longue à vous expliquer, je ne peux pas vous guider. Parce que c'est en respiration hormétique, adaptogène, en plus. Ça veut dire que ça dépend de chacun au moment où on l'a fait. Mais c'est par excellence une respiration hormétique qui utilise les principes de l'hormèse dans la respiration. Donc elle est intéressante pour travailler l'hormèse au niveau du souffle. Ouais. On va la faire. Comme ça, vous allez tous vous endormir. On se revoit demain matin pour les cours de yoga. Vas-y, et je laisse Élie. Tu l'as fait ou je l'ai fait? Je fais laquelle? Alors, on va vous proposer maintenant une technique sur les sommeils. Il y a plusieurs techniques sur les sommeils. Moi, je n'utilise 2. Et j'ai vu qu'en fonction des plein de facteurs, il y avait une qui passait mieux à certains moments et une autre qui passait mieux à d'autres. Donc là, je vous propose la respiration qui, à mon avis, va mieux passer, que c'est la respiration 2, 3, 4, 5. Et j'ai testé ça sur des centaines de personnes, vraiment des centaines, et en faisant faire les deux, un après l'autre. Généralement, il y a toujours une qui est celle qui aide la plupart des gens. Donc c'est celle-là que je vous propose, mais il en existe d'autres. Okay? Donc c'est la respiration 2, 3, 4, 5 que vous allez faire avec Élise. Oh, je la fais. Alors, tu l'as fait? Ah, je l'ai fait. Avec Élise. Ok. Et vous pouvez vous allonger pour celle-là. Oui. Et on va la faire pendant 3 minutes. Et on va voir qui arrive à s'endormir en 3 minutes. Top chrono. Alors déjà, on va vous expliquer ce que ça veut dire le 2, 3, 4, 5. Donc c'est je vais inspirer sur 3, je bloque sur 4, j'expire sur 5 et pause sur 2. Donc j'inspire 3, je bloque sur 4, j'expire sur 5 et je pose sur 2. Donc respiration 2, 3, 4, 5, d'où son nom. On pourrait l'appeler la 3, 4, 5, 2 si vous voulez, aussi. ok? Ça voilà. vous aiderait? Bon, ok, on va changer son nom. Oui? Ah, c'est pareil.
Pareil, excuse-moi. Bloc, c'est poumon plein et pause, c'est après avoir expiré généralement. Voilà. Allez, je vous laisse prendre une position confortable. Et on est parti pour cette respiration 2, 3, 4, 5. Visage détendu. Et j'inspire 2, 3, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, bloc, 2, inspire, 2, 3, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, bloc, inspire, 2, 3, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, bloc, inspire, 2, 3, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5 et pause. Inspire, 2, 3, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, pause. Inspire, 2, 3, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5 et pause. Inspire, 2, 3, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, pause. Inspire, 2, 3, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, pause. Inspire, 2, 3, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5. Et on reprend ici une respiration naturelle. Et progressivement, on va pouvoir bouger les doigts des mains, les orteils, s'étirer, bâiller. On vient de faire 3 minutes de respiration, 2, 3, 4, 5. Vous sentez peut-être bien détendu, prêt pour aller dormir. Alors, est-ce qu'elle est efficace, cette respiration? Si vous faites une petite insomnie aussi, c'est très bien. Ou juste avant de dormir également. Si les enfants ne veulent pas dormir. Vous pouvez le faire avec vos enfants aussi, bien sûr. Ensemble. Ok, donc là, vous avez la respiration phare pour vous aider à dormir, qui est facile. Jusqu'à s'endormir. Jusqu'à On s'endormir. pratique dans les lits directement. Très simple. On va faire une dernière technique. Alors, il y a plusieurs techniques qui sont très bien. Donc là, c'est plutôt la thématique du système immunitaire. Je vous en propose une. On a beaucoup travaillé avec celle-là par rapport au virus des voies respiratoires, parce que ça aide à protéger les poumons et les systèmes immunitaires des poumons. Et c'est la technique de l'abeille. C'est aussi une technique très ancienne. Donc Elise va vous guider sur la technique de l'abeille. C'est notre dernière technique respiratoire d'aujourd'hui. Et puis, s'il y a quelques questions, on va terminer avec 2-3 questions. Et puis, on vous laisse libre, parce que c'était déjà beaucoup des choses. On ne va pas vous mettre trop de choses dans la tête. Mais la dernière, qui est très importante pour nettoyer les voies respiratoires, comme si c'était
une douche des voies respiratoires pour enlever ce qui ne doit pas y rester et se reproduire, parce qu'on va produire une molécule antivirale en faisant cette technique, qui est l'oxyde nitrique. Voilà. C'est la même molécule que quand c'est débouché le nez, c'est la même chose. Donc là, la respiration de l'abeille, pourquoi on l'appelle la respiration de l'abeille? C'est parce que ça fait un petit bruit, comme si on était des petites abeilles. C'est-à-dire, j'inspire par le nez et j'expire, je fais vibrer au niveau de la cavité nasale. Donc ça donne, j'inspire, expire. Et on sent une vibration au niveau cavité nasale. On n'est pas au niveau de la gorge, donc des fois c'est un petit peu difficile quand on fait cette respiration de bien comprendre. Donc vous pouvez sentir ici, mettre votre doigt par exemple pour bien sentir cette vibration nasale. Et on fait la plus longue expiration sans forcer, mais vous faites une longue expiration. Donc et ça c'est la respiration. On réinspire lentement par le nez, bien sûr. Comme si on sentait le parfum d'un fleur. Cette respiration, vous pouvez la faire assise, allongée. Et on est parti, on va faire 2 minutes de respiration de l'abeille. J'inspire. Et dernière. Super. Et vous voyez, cette respiration aussi, elle vient détendre en même temps. Et comme je vous disais, on fait des fois des exercices de respiration en se brossant les dents. Bah, on utilise la respiration de l'abeille quand on se brosse les dents. Donc, possible de coupler. Respirer par le nez. Respirer toujours par le nez, bien sûr. Ok, bon là, je pense que vous avez déjà quelques petites clés, petits outils en plus pour la respiration. On prend quelques questions? Oui. Ouais. Si on va vous avez clôturer avec quelques questions si vous en avez. Ouais. Contre les apnées du sommeil. Oui. Donc déjà, respirer par le nez, ça réduit d'un tiers l'occurrence d'apnée obstructive du sommeil, pas centrale, mais l'obstructive qui est la plus courante, celle qui est par un blocage des voies respiratoires qui collapse. On réduit d'un tiers déjà si on respire par le nez la nuit, et si on ralentit les rythmes respiratoires et on apprend à rendre la respiration plus efficace, le corps aura besoin de moins d'air pour faire la même chose, donc de moins de débit, donc de moins de vibrations, donc de moins de renflements, donc moins d'apnée du sommeil. Donc régler la respiration le jour permet aussi de totalement s'en sortir des apnées du sommeil dans les temps, sans machine. Mais il faut entraîner la respiration le jour. Ma respiration de jour, elle est bien par le nez. La respiration de nuit, si je suis à plat dos, c'est le nez. Si je me mets d'un côté ou de l'autre, c'est la bouche. Là, j'ai analysé le truc parce que c'est gênant. Et puis ça peut même des fois être un peu douloureux. Voilà. C'est possible, la posture a un rôle important. Dans ces cas-là, si...
Ah oui, oui, on fait passer le micro peut-être, c'est bien aussi. Alors la question c'était, effectivement, on s'aperçoit qu'on respire par les nez si on dort sur une certaine position, et par la bouche si on dort sur d'autres positions. Et c'est très personnel. Et effectivement, alors soit on s'est restreint à dormir sur une position, ce qui peut être un peu compliqué, certains le font, ou alors on utilise par exemple cette petite bandelette élastique pour dans un certain temps, au début, à prendre au corps à nouveau pendant la nuit à faire par les nez. Et à un certain moment, on n'aura plus besoin. Attention, ce n'est pas un outil à vie, hein. C'est juste une rééducation temporaire. Moi, je l'ai utilisé au début pour passer de respiration de la bouche la nuit à respiration des nez. Et puis, il n'y a plus besoin, sauf des moments où, par stress ou autre chose, ma respiration a peut-être la tendance à se dérégler. Je peux le réutiliser une nuit ou deux, et puis ça se calme. Voilà. Mais au début, ça m'a bien aidé pour faire la phase des transitions. Si on veut s'entraîner régulièrement tous les jours pour améliorer tout ça, il faut y consacrer combien de temps? Enfin, minimum, quoi. Très bonne question. Alors, si on veut vraiment avoir des résultats durables avec la respiration, c'est minimum 15 minutes par jour de pratique. C'est les stricts minimum. J'aimerais bien vous dire que 10, 5 une fois, mais 15 c'est vraiment le minimum. Mais on peut déjà progresser, surtout si on part des très bas. Parce qu'au début, les progrès sont plus rapides. Parce qu'on part vraiment des très loin. Donc déjà 15 minutes, ça va faire une bonne différence. Alors, pas n'importe quel exercice par contre. Ça, c'est une autre bonne question. Donc, combien de temps et quel exercice? C'est une vraie bonne question. Il n'y a pas de recette absolue. Par contre, pour avoir une idée des temps, c'est minimum 15 minutes, 15-20, hein, okay? C'est l'idée de l'ordre de grandeur par jour, avec les bons exercices qu'il nous faut en fonction de notre objectif. Par exemple, si on veut réduire l'essoufflement, il y aura un certain nombre d'exercices. Si on veut rééduquer les nez, il y aura un certain nombre d'exercices. Si on veut ralentir, il y aura un certain nombre d'exercices. Si on veut faire tout ça en même temps, il y aura certains exercices plus difficiles, mais qui marchent aussi. Et puis, c'est en combien de temps on va avoir des différences et on va progresser. C'est une autre bonne question, je vous la donne, parce que ça va peut-être arriver. On va avoir des progrès dans les 3 à 4 semaines. Ce n'est pas très long, les premiers. Et puis, peut-être 6 mois pour avoir vraiment des changements importants au niveau de l'efficacité respiratoire. 15-20 minutes, c'est le minimum. Est-ce que vous faites 2 séances des 10, une séance des 20, 3 séances des 5? En général, ça va. Sauf certains exercices que vous ne pouvez pas aller faire 5 minutes. Ça dure 15, ok? Donc, mais si les autres, vous pouvez les faire 5 ou 10 et ça ne change rien à l'exercice, généralement, on dit que vous pouvez choisir en fonction de votre emploi du temps. Et même des fois, c'est bien de les décomposer pour se rattraper dans la journée, dans les cas où on part à droite à gauche. Voilà, moi j'aime bien commencer les matins par des exercices pour bien donner une intention à la respiration, en faire 1 ou 2 pendant les jours et puis les soirs à nouveau. C'est ma façon de faire, mais voilà. Et puis effectivement, là c'est quel exercice faire en fonction des objectifs. Là, c'est là où ça devient intéressant de s'épancher sur les tests respiratoires qu'on vient de faire, qu'est-ce qui est ma priorité, mes objectifs. Et si tout ça vous intéresse, il y a des programmes d'entraînement. Moi j'ai écrit un petit livre. Je fais des formations, donc il y a du matériel, si cela vous intéresse, pour mettre la respiration bien en règle. Et puis si vous faites plus de 20 minutes, tant mieux. Hein. Je sais que Patrick McKeown, qui travaille beaucoup sur la respiration fonctionnelle et dysfonctionnelle, il dit à certaines personnes, tu fais 1 heure par jour pendant 3 semaines, comme ça, mais 1 heure par jour, pas tout le monde est capable de les faire. Donc moi, ce que je pense par rapport à ma pratique et ce que j'ai vu sur les gens, c'est qu'en utilisant les bonnes techniques par contre, pas les mauvaises, avec 15 minutes, on a déjà des progrès. Par contre, si on fait l'exemple, j'adore la cohérence cardiaque, mais on ne peut pas progresser en respiration avec la cohérence cardiaque. Il y a un objectif d'équilibre magnifique sur le système nerveux autonome, mais il ne va jamais entraîner notre respiration, cet exercice. C'est pareil, la Wim Hof c'est génial, ça ouvre la cage thoracique, on peut progresser au début. À un certain moment, on ne peut rien faire juste avec la Wim Hof. Donc on a besoin d'aller un peu plus dans les détails par rapport à l'entraînement de la respiration. C'est qu'il a fait un univers magnifique, parce que dans sa simplicité, il y a tellement de diversité. Et donc, des fois, c'est un peu, qu'est-ce que je dois faire? Du coup, il faut se former un petit peu. Ouais, on passe le micro. Une dernière question? Ah, 2 dernières questions? J'ai 2 petites questions. En fait. Alors, 3 dernières questions.
C'était plutôt par rapport à ce matin, l'exercice que vous nous avez fait faire. Oui. Et du coup, ça fait un peu écho avec ce que vous disiez sur un dysfonctionnement éventuel. En fait, moi, quand je respirais, ça me faisait un peu mal au nez quand même, et limite des maux de tête. Est-ce que ça, c'est parce que je faisais mal, ou est-ce que c'est normal au début, ou est-ce que c'est normal même à la fin? Ok, non, alors, c'est pas normal. Il y a un principe de la respiration qui est celui des jamais forcés. Dans tout exercice de respiration, adapter la pratique aussi. Si on a les nez bouchés, par exemple, et on veut prendre un grand volume, et on les fait par les nez, ça va faire ça, ce qui est vraiment pas top. Et ça fait un peu du mal à la tête, ça. Donc l'effet des forcés, cet air. Il faut s'imaginer qu'à chaque fois qu'on inspire, par les narines, l'air passe comme si c'était de l'huile, de la soie, comme si on sentait les parfums d'une fleur. C'est ça l'idée. Dès qu'on commence à forcer, qu'il y a ça qui gêne, ça peut faire mal à la tête. Et en plus, vous imaginez, ça rentre pas bien, c'est forcé du départ. Il y a des techniques pour ralentir au niveau de la gorge, comme la Ujjayi. C'est là, mais c'est le même principe. Dans les nez, ça rentre tout tranquillement. Donc dans la respiration Wim Hof au début, peut-être on prend juste un peu moins d'air, comme ça ne va pas trop frictionner, ou alors on fait l'exercice pour bien ouvrir avant de commencer. Merci beaucoup. Et la deuxième, c'était, j'avais appris une technique avec Miguel Barthéléry, qui était en 4 temps, que j'adore en fait, mais je ne me rappelle plus pourquoi elle est faite, par exemple. Est-ce que vous la connaissez déjà? Alors moi je sais que Miguel fait faire la respiration Wim Hof, et qui aime bien changer des vitesses. Donc peut-être c'est ça que tu dis. En 4 temps, en fait, c'était un peu comme la dernière que vous nous avez faite. La respiration carrée. Oui. Ah, super. La respiration carrée, c'est très bien pour la concentration. Pour avoir un bon focus, calmer un peu la tête. C'est très bien. Hein? Quand tu conduis, moi je fais quand je conduis. Elle est toute simple. Les 4 phases de la respiration ont la même durée. Les 4 phases de la respiration sont l'inspiration, l'apnée poumon plein, l'expiration, l'apnée poumon vide. Et ils ont le même temps. En général, on commence par 4 secondes, mais puis il y a toutes les variantes possibles. Alors là aussi, c'est pas la même chose de faire 10, 10, 10, 10 que 4, 4, 4, 4 sur les résultats finaux, même si c'est la même technique. Donc on peut augmenter... On peut augmenter si on veut, mais on commence par 4 en général. Merci. Bien. Une dernière question alors? Ouais, la dernière, c'est est-ce que ça peut aider pour des pathologies comme la mucoviscidose? Alors, est-ce que ça peut aider sur certaines pathologies comme la mucoviscidose? Alors, oui, merci. Si on peut aider les poumons, en quelque sorte, par la respiration, ça peut beaucoup aider. Alors, si, il y a des études sur ça aussi. Tout ce qui est respiration fonctionnelle, ça ne peut qu'aider dans toutes les pathologies possibles. Parce qu'une bonne respiration, ça ne peut qu'aider en général. Après, comment on y arrive à la bonne respiration en fonction des cas, c'est vrai que c'est un peu différent. Si quelqu'un a le nez tout le temps bouché, qui vraiment tu peux pas, comment tu vas entraîner la respiration en utilisant la bouche au début, pour utiliser des apnées, pour les déboucher. Et nous, effectivement, on a travaillé avec un enfant qui avait ça, des problèmes aussi de mucus et tout ça. Il y a plein de choses dans ces cas-là à pouvoir utiliser, plein de piliers. Mais sous la respiration, on va toujours se baser sur les mêmes principes. Ralentir, rendre profond, prendre moins, conscience respiratoire, et puis il faut trouver les bons exercices pour que la personne y arrive. Mais en général, une bonne respiration, ça ne peut qu'aider. Voilà. Très bien. Allez, alors vraiment, la dernière. Parce qu'après, Après, vous devez aller manger. Vous avez expliqué les bienfaits d'inspirer par le nez, mais d'expirer par la bouche, puisqu'on a plus, on fait sortir l'air, donc il n'y a plus besoin qu'il soit nettoyé, réchauffé. Alors, l'expiration par la bouche a un rôle, c'est la détente, c'est les soupirs. Donc, on peut l'utiliser des fois, mais en fait, quand on expire par la bouche, on ne recharge pas les nez. Donc, le nez va s'épuiser. Donc, même si tu veux à un certain moment l'utiliser pour inspirer, à un certain moment, il va dire stop. Tu ne m'as pas rechargé sous l'expire, je ne peux plus inspirer. Il va s'éboucher, fermer, devenir froid, couler, etc. Donc, l'expire par les nez sert à recharger les nez pour qu'il puisse à nouveau inspirer. Alors, ce n'est pas proscrit des fois de faire. Il y a une fonction à ça, mais on les fait de façon consciente et à des moments précis. Ça va ? Vous avez un peu d'éléments sur la respiration? Beaucoup? Très bien, merci.
Bonne respiration à tous alors. Bonne respiration à tous. Si vous avez